Voyager au Japon et vivre au Japon, ce sont deux concepts totalement différents. Il y a 9 ans, j'ai fait le choix de venir au Japon sans vraiment trop réfléchir. Et il s'est avéré que ce choix, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Le fait que ma première expérience au Japon était dans le cadre d'un échange universitaire, eh bien ça m'a permis de me plonger directement dans une dynamique différente. Mais pour beaucoup, le passage de voyageur à habitant, c'est un dur retour à la réalité. Quand on est un touriste, on reste sur la douce note du wagyu qui fond en bouche, sur les magnifiques paysages du fin fond du Japon. Quand t'es touriste, tu vas pas te demander comment déclarer tes taxes ou gérer ton épargne ou encore quel jour est-ce qu'il faut sortir les poubelles. Bien sûr, je continue à prendre autant de plaisir à vivre au Japon. J'apprécie ces petites choses du quotidien qui font que je me sens si bien dans ce pays. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y a aucune difficulté à vivre au Japon et ce même après toutes ces années. Et je pense que ce sont des challenges que partagent aussi beaucoup d'étrangers. Quand on vient au Japon en tant que touriste, on ne voit qu'une seule chose, c'est l'efficacité japonaise. Les combini sont ouverts 24 h sur 24, les trains sont toujours à l'heure, tout semble parfaitement huilé. Et c'est vrai, tant qu'on reste à la surface des choses. Mais dès que tu t'installes, là tu découvres une autre facette de cette efficacité, ultra codifiée, plus rigide et 100% en japonais. Juste ouvrir un compte en banque ou souscrire à un abonnement internet peut vite devenir un parcours du combattant. Il faut comprendre les formulaires, se battre avec le fax parce que oui, ça existe encore au Japon, et parfois même envoyer des documents en physique alors qu'on nous demande des copies et qu'on pourrait très bien le faire par mail. Je pourrais vous parler du fait que lorsque j'ai postulé pour une carte de crédit, après avoir passé pas mal de temps pour fournir tous les documents, l'ultime étape c'était de recevoir un courrier en accusé de réception avec des codes. Du coup, le facteur se présente devant chez moi et me demande une pièce d'identité. Pas de problème, je m'exécute et là, c'est le drame. En fait, sur toutes mes pièces d'identité, mon nom est écrit en romaji, c'est l'alphabet latin. Sauf que quand j'ai fait ma démarche en ligne pour recevoir les documents, eh bien, on m'a demandé de renseigner mon nom en katakana, l'alphabet japonais. Et là, le facteur me dit qu'il ne peut pas me remettre le document. Il est là devant moi, il voit bien que c'est moi, il voit bien que les noms correspondent, mais il est obligé de suivre la procédure. Il s'est excusé avant de s'en aller et moi, au final, j'ai jamais pu finir ces démarches administratives auprès de cette banque. Je pourrais aussi vous parler de l'horreur administrative quand on vit à Tokyo. La ville est découpée en 23 arrondissements. Chacun de ces arrondissements dispose de sa propre mairie et chaque mairie va être indépendante avec ses propres taxes, ses propres politiques sociales. Du coup, en fonction de l'arrondissement, tu vas avoir plus ou moins d'avantages. Imaginons que tu sois résident dans l'arrondissement de Shinjuku. Si tu déménages à Shibuya, il va falloir notifier à la mairie de Shinjuku que tu déménages et aller toi-même aussi à la mairie de Shibuya pour faire ton inscription. On pourrait penser que faire la démarche administrative une fois, ça suffirait puisque tout serait idéalement centralisé, mais c'est pas le cas. Autre exemple, une fois j'avais besoin de mes déclarations d'impôts de mes 3 dernières années. Donc je suis allé à la mairie de mon arrondissement pour récupérer tout ça, sauf qu'ils ont pu me sortir qu'une seule année parce que les années précédentes j'étais dans un autre arrondissement, donc on m'a demandé d'aller dans mon ancienne mairie pour récupérer tout ça. Donc toutes ces démarches administratives, ce sont des choses que tu dois apprendre à gérer, souvent seul et parfois avec très peu d'aide en anglais. Après 9 ans de Japon, je maîtrise plus ou moins la langue, mais je vous avoue que là on rentre dans un registre de langue totalement différent. Même pour des choses supposément simples, tu dois parfois passer par des procédures longues et souvent absurdes. Bref, derrière l'apparente simplicité du Japon se cache un système administratif assez lourd, très structuré et parfois opaque pour les étrangers. Et ça, malheureusement, personne ne t'y prépare vraiment. Quand on parle du travail au Japon, on a tous cette image des salariés en costume, des trains bondés aux heures de pointe, des heures supplémentaires à rallonge, une vision stéréotypée certes, mais pas totalement fausse. Mais ce qu'on connaît moins, c'est la réalité du travail pour les étrangers. Toutes les opportunités ne sont pas accessibles aux étrangers. En fait, le marché du travail au Japon, il va être très cloisonné en fonction de ton statut de visa, de ton niveau de langue et de ta nationalité. Quand tu ne parles que l'anglais, tes options sont souvent limitées. Limitées à des postes dans l'enseignement, notamment prof d'anglais, dans des cabinets de recrutement ou dans le tourisme. Et encore, ces postes peuvent être précaires, donc sous-payés et avec peu de possibilités d'évoluer. La réalité que j'ai pu observer à maintes et maintes fois depuis que je suis là, c'est qu'il y a des étrangers qui font des jobs, qui ont des postes qu'ils n'auraient jamais effectués dans leur pays d'origine. Et ils le font pour le visa, pour avoir un salaire. C'est une forme de compromis que peu de gens évoquent, mais c'est bien réel. Après, oui, si tu maîtrises le japonais, le champ des possibilités s'élargit. Du coup, on fait face à une réalité du travail qui est plus codée et qui est parfois beaucoup plus épuisante mentalement, surtout quand tu viens d'une autre culture. Déjà, il y a cette culture de la hiérarchie ultra présente. Ton âge, ton ancienneté, ton titre, tout compte. Dire ce qu'on pense, risqué. Proposer une idée qui sort du cadre, souvent ignoré. Et le fameux oui japonais qui ne veut pas forcément dire oui je suis d'accord, mais parfois juste oui j'ai entendu ce que tu as dit. Ensuite, il y a les heures de travail. Souvent sur le contrat c'est stipulé 40 heures, mais dans les faits c'est souvent beaucoup plus. Rester tard c'est vu comme un signe d'implication. Prendre ses congés, c'est légal, mais c'est mal vu si tu es le seul à le faire. Résultat, beaucoup d'étrangers finissent épuisés. Ils se sentent frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer ou de ne pas pouvoir évoluer. Moi, j'ai eu de la chance de travailler dans du marketing pour une boîte étrangère dans un cadre international, donc j'ai pu contourner ce système. J'ai quand même fait quelques missions dans un ministère au Japon, je vais vous avouer mes pires journées de travail. Non pas pour le contenu en lui-même, mais plus pour les milliards de règles et de procédures à suivre que je trouvais ultra chronophages et contre-productifs. Dans le perso aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Japonais et j'ai pu apprendre que dire les choses trop franchement pour faire avancer un projet, eh bien ça peut tendre les relations. Au Japon, la forme prime. Et de mon expérience, il est important de sortir les pincettes. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, il
il y a une pression invisible mais très lourde à vivre au quotidien, le visa. Quand tu es étranger au Japon, ton droit de rester dans le pays dépend uniquement de ton statut administratif. Si tu as un visa de travail, il est souvent lié à une entreprise. Tu ne peux pas changer librement de job sans repasser par des démarches qui sont souvent très longues et parfois incertaines. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui restent dans un emploi qui ne leur plaît pas pour pouvoir conserver ce visa. Tu ne peux pas démissionner comme tu veux parce que tu vas toujours avoir cette petite pression du visa. Tu vas te dire, bon, est-ce que je vais être capable de trouver un emploi derrière? Combien de temps est-ce que ça va me prendre? Est-ce que je vais pas être obligé de rentrer au pays? Pour beaucoup, on n'est pas vraiment des expatriés, on est plus des immigrés. C'est pas une entreprise française qui nous a fait venir au Japon pour du travail, c'est plutôt nous qui sommes venus de nous-mêmes. On est venus s'installer et trouver du travail sur place. C'est un truc que peu de gens imaginent, mais cette instabilité légale, ce sentiment d'être toléré plutôt qu'installé, ça peut être usant à la longue. Ça rend plus difficile le fait de se projeter et d'avoir une vision à long terme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui finissent par repartir, même s'ils aiment profondément le Japon. Vivre au Japon, c'est pas juste une histoire de visa ou de contrat de travail, c'est réussir à se faire une place dans ton nouveau pays d'adoption. Ici, j'ai toujours été bien accueilli. Les Japonais, avec moi, ils ont toujours été bienveillants, polis, respectueux, mais aussi prudents, voilà, avec une certaine distance, un peu de pudeur. On ne te rejette pas, mais on ne t'intègre pas totalement non plus. Se faire des amis proches japonais, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Personnellement, je les compte sur les doigts d'une main et encore, je les vois pas si souvent que ça. En fait, j'ai plus des connaissances. L'amitié ici ne fonctionne pas comme en Occident. Il y a de la pudeur, une forme de retenue qui fait que tu vas mettre plus de temps à cliquer avec quelqu'un. Après, si tu as les codes, que tu as un bon niveau de japonais, que tu as une bonne énergie d'extraverti, tu vas pouvoir te faire des amis japonais. Au final, pour beaucoup d'étrangers, leur cercle d'amis proches, ce sont surtout des étrangers ou des japonais ayant vécu à l'étranger. Quand tu viens vivre au Japon, tu laisses tous tes proches derrière, famille comme amis. Donc le sentiment de solitude, il est réel. Trouver une vraie communauté, réussir à créer des liens stables, c'est pas évident quand tu viens dans un nouveau pays où tout est à construire. Beaucoup d'étrangers vivent des périodes très dures, surtout après l'euphorie des débuts. C'est rarement dit, mais c'est quelque chose de fréquent. T'as parfois un sentiment de culpabilité qui naît en toi de pas pouvoir rentrer aussi souvent pour aller voir tes proches. Tu loupes des étapes cruciales de leur vie, comme un mariage ou une naissance. Pour beaucoup d'étrangers vivant au Japon, le mot vacances, il est aussi synonyme de devoir familial, parce qu'au lieu d'associer le mot vacances à Bora Bora ou Tahiti, tu vas l'associer à un retour dans les Yvelines. En tout cas, c'est mon cas. Pour les relations amoureuses, le Japon et surtout les grosses villes, je trouve que ce sont des endroits où c'est assez facile de rencontrer des gens. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est au niveau de développer la relation. J'ai déjà eu affaire à des incompréhensions culturelles comme le manque d'expression des sentiments, le manque de communication directe, les attentes familiales, autant de choses qu'il faut apprivoiser pour réussir à avoir une vie de couple épanouie. Mais malgré tout ça, il y a de très belles histoires. Des gens curieux, ouverts, qui te font une vraie place. Ce n'est pas la norme, mais quand ça arrive, c'est d'autant plus fort. Et ce sont souvent ces relations-là qui te font tenir, qui t'ancrent ici. Il y a quelque chose dont on parle peu, c'est ce sentiment de vie provisoire. À moins d'avoir un visa permanent ou d'être marié à une japonaise, il y a toujours ce petit truc qui fait que même après des années au Japon, tu vas jamais vraiment te sentir installé. Tu vis ici, tu travailles ici, tu payes tes impôts ici, mais dans un coin de ta tête, il y a toujours cette petite voix qui te dit « Et si je devais rentrer en France dans un an? Et si mon visa n'était pas renouvelé ?» Et ça influence pas mal de choses concrètes. T'hésites à te faire une bibliothèque, à investir dans un meuble, à te faire plaisir sur ton appartement, à décorer. Tu te demandes si ça vaut vraiment le coup, comment est-ce que tu vas réussir à déménager tout ça si tu pars. T'as pas envie de t'encombrer, du coup tu restes dans un minimalisme forcé. T'accumules peu, tu construis peu. Même pour les relations ou les projets à long terme, il y a toujours ce petit flou. Est-ce que je suis là pour 2 ans, 5 ans, toute la vie? Et à l'inverse, quand tu retournes au pays, tu te rends compte que tu n'as plus vraiment ta place là-bas non plus. Tu vis entre deux mondes, pas tout à fait chez toi ici, plus tout à fait chez toi là-bas. C'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas une douleur en soi, c'est juste ce petit truc qu'il y a constamment, ce petit flottement. Et tant que t'as pas décidé de t'ancrer pour de bon ou de rentrer pour de bon, tu continues à vivre dans cet entre-deux. Avec tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, on pourrait croire que la vie au Japon est dure, complexe, frustrante. Et parfois c'est vrai. Mais la vérité, c'est que je me suis jamais senti aussi bien qu'ici. Il y a une forme de tranquillité au quotidien que je n'ai jamais trouvée ailleurs. Tu peux marcher seul la nuit sans avoir peur, tu peux oublier ton portefeuille dans un café et le retrouver intact quelques heures plus tard. Tout est fonctionnel, tu ne vas pas avoir quelque chose hors de service plus d'1 heure. Il y a aussi le respect des choses et des gens. Même quand il y a une distance, tu ressens une forme de considération, de pudeur qui donne envie de s'adoucir un peu soi-même. Et même si tu es loin de chez toi, que parfois tu ressens un décalage, il y a des moments où tu te sens en paix, où tu n'as besoin de rien d'autre, juste d'être là, de regarder, d'observer, de respirer. Le Japon m'a appris à ralentir, à apprécier ce qui ne se dit pas ou qui ne s'explique pas. Alors oui, tout n'est pas rose, il y a des jours où tu vas douter, où tu vas te demander ce que tu fais là. Mais il va y avoir ces petits instants suspendus qui vont te rappeler pourquoi est-ce que tu es resté. Vivre au Japon, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un animé en vrai, ni une parenthèse enchantée qui dure éternellement. C'est un chemin, un apprentissage, une suite de petits ajustements, d'adaptations, de renoncements parfois, mais aussi de découvertes profondes. Moi, ma vérité, c'est que le bonheur ne dépend pas d'un pays, mais il va dépendre de toi. Tu peux vivre dans le pays le plus fascinant du monde, si t'es pas en paix avec toi-même, tu seras bien nulle part. Et inversement, si tu décides d'être bien là où t'es et que tu décides de faire de ton quotidien une aventure, tu prendras
prendras du plaisir. Le Japon, c'est pas un paradis, c'est pas un enfer non plus. Si tu y viens pour consommer une image, tu risques d'être déçu. Si tu y viens pour construire, t'ouvrir, t'adapter, tu peux y vivre une expérience incroyable. Alors si tu rêves de vivre ici, viens, mais viens avec les yeux ouverts. Pas pour consommer un cliché, mais pour vivre une réalité belle, imparfaite, parfois rude, mais tellement humaine.